Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc, bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Je vous présente les conférences d'abord qui viennent. Donc, la dernière conférence de cette année scolaire, puisqu'on arrive déjà à l'été, ce sera donc début juin, je n'ai pas noté la date, Pierre Kervella de l'Observatoire de Paris-Meudon, laboratoire LESIA, qui va nous parler des étoiles et de leur environnement proche observé à haute résolution angulaire. Et puis, en début septembre, ce sera Léa Griton, qui est du même laboratoire d'ailleurs, mais qui, elle, nous parlera de planétologie. Voilà, et puis les autres, on vous annoncera les autres conférences en septembre. Je ne sais pas si elles sont déjà sur le site, mais enfin, on a le temps. Et donc, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Nicolas Martinet, mon ancien thésard, qui a fait sa thèse à l'IAP entre 2012 et 2015. Ensuite, il est parti à Bonn en postdoc pendant 3 ans. Et puis ensuite, il est parti à Marseille, où il a commencé avec un postdoctorat et où il a obtenu ensuite un poste d'astronome adjoint au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et donc, il travaille sur les lentilles gravitationnelles, la cosmologie et la manière dont on peut utiliser les lentilles gravitationnelles pour comprendre tout sur l'univers, en somme. Hein. Voilà. À toi. Ok. Merci d'être venu. Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir. Merci Florence pour l'introduction. Je suis très heureux d'être là ce soir, dans ce même amphithéâtre où, comme l'a dit Florence, j'ai défendu ma thèse il y a maintenant presque une dizaine d'années. Et ce soir pour vous parler d'univers sombre et de lentilles gravitationnelles. Donc l'univers sombre, c'est un terme générique qui va regrouper la matière noire et l'énergie sombre, qui sont deux constituants de notre univers qu'on ne voit pas à l'œil, mais dont on a besoin dans nos modèles théoriques pour comprendre les observations. Et puis les lentilles gravitationnelles, c'est un phénomène de déviation de la lumière, dont les manifestations les plus spectaculaires sont ces arcs gravitationnels. Donc on peut en voir un ici en bas à gauche, cet énorme arc gravitationnel qui en fait est une galaxie d'arrière-plan qui ici est complètement déformée par l'effet de lentilles gravitationnelles dû à l'amas de galaxies. Voilà, et donc je vais vous montrer comment, à partir de ces études de lentilles gravitationnelles, on va être capable d'étudier ces composants sombres qui sont invisibles à l'œil. Alors je vais commencer par le commencement, et au commencement il n'y a rien. Il y a une propriété assez surprenante du vide, c'est que le vide n'est pas vide. En fait, on peut emprunter de l'énergie au vide pour créer des paires de particules, antiparticules. Ici, un électron et un positron. C'est ce qu'on appelle la mer de Dirac, et également aussi connue sous fluctuation quantique du vide. Donc on crée ces deux particules pendant un temps très court, et puis elles se recombinent tout de suite, on retourne dans un état de vide. Et donc ça, c'est un phénomène de mécanique quantique qui est soumis au principe d'incertitude d'Heisenberg, qui peut être représenté ici par cette équation où le delta E représente l'énergie qu'on peut emprunter au vide, la quantité d'énergie qu'on peut emprunter, delta T, le temps où on peut conserver cette énergie, et H bar sur 2 sont des constantes de la physique. Donc ce que nous dit ce principe d'incertitude, c'est qu'a priori, on peut emprunter n'importe quelle quantité d'énergie au vide du moment qu'on la rend dans le temps imparti qui est donné par cette équation. Et donc, une hypothèse parmi d'autres de création d'univers serait qu'à une époque donnée, on a pu emprunter une énergie telle au vide qu'elle se serait séparée dans une phase qu'on appelle l'inflation et serait ainsi sortie du domaine de la mécanique quantique pour rentrer dans le domaine de la mécanique classique, et on n'est plus obligé de rendre l'énergie au vide. Donc c'est une théorie parmi d'autres. Aujourd'hui, on comprend en fait encore assez mal les tout premiers instants de l'univers, mais j'aime bien cette théorie parce qu'elle est assez séduisante du point de vue où elle peut créer un univers à partir de rien. Elle a été postulée par le cosmologiste Alan Guth dans la fin des années 70. Donc voilà, une fois qu'on a créé notre univers, à quoi ressemble l'état de nos connaissances sur l'évolution de l'univers aujourd'hui. On commence à gauche ici
par les premiers instants de l'univers. Et puis ici, on a une flèche temporelle qui nous amène aux instants actuels. Et ce qu'on peut voir là, sur la crête, ici, c'est un peu l'évolution de la taille de l'univers avec le temps. Donc on commence tout à gauche par ces fluctuations quantiques, la phase d'inflation où l'univers va croître très rapidement. Donc au tout début, l'univers est extrêmement chaud, extrêmement dense, et on a une sorte de soupe cosmique avec des particules qui se baladent. Et puis, au fur et à mesure que l'univers refroidit, il va finir par être capable de combiner les électrons et les protons qui vont créer les premiers atomes d'hydrogène à peu près 400 000 ans après le Big Bang. Et donc ça, c'est une phase qu'on appelle la recombinaison, même si c'est la première fois que les électrons et les protons se combinent, et qui va permettre de libérer des photons et d'émettre la première lumière de l'univers, cette lumière qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui a été pas mal étudié ces dernières décennies, notamment avec le satellite WMAP qu'on voit ici à droite, mais aussi le satellite Planck par la suite, où il y a une très forte implication ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et puis, ici, dans ce fond diffus cosmologique, qui est représenté là, on voit ces fluctuations quantiques du vide qui ont été gelées pendant la phase d'inflation et qui sont encore présentes, qui vont donner naissance aux structures par la suite. Donc après, l'univers est encore trop dense pour former des étoiles et il va falloir attendre encore environ 400 millions d'années pour que l'univers soit suffisamment froid, pour que la gravité puisse effondrer suffisamment de matière sur elle-même pour créer les premières étoiles qui vont ensuite s'agencer selon des galaxies, des filaments de galaxies, des amas de galaxies. Donc là, on voit que l'univers, aujourd'hui, on considère qu'il a environ 13,7 milliards d'années, avec cette très longue période représentée ici de formation des structures. Et nous, dans tout ça, où on est? Eh bien, nous, on est sur la Terre, une planète qui orbite autour du Soleil, qui est notre étoile, une étoile parmi les centaines de milliards d'étoiles qui constituent notre galaxie, la Voie lactée, elle-même une galaxie parmi les environ 200 milliards de galaxies observables dans l'univers observable. Donc, on est vraiment un tout petit point insignifiant au milieu de ce modèle cosmologique. Alors voilà une image de l'univers tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. Ça, c'est une image qui est prise par le satellite spatial Hubble dans le champ ultra profond. Donc chaque point ici représente en fait une galaxie avec ses centaines de milliards d'étoiles. Et ça, donc vraiment, c'est une observation d'une portion de notre univers. D'un point de vue théorique, notre univers, il va plutôt ressembler à ça en fait. Il y a très peu de matière qui est visible. On a seulement 5% de matière visible. Et puis, le reste se partage entre l'énergie sombre et la matière noire. Donc, 68% d'énergie sombre, d'après les dernières mesures avec Planck, et 27% de matière noire. On représente souvent ça par un camembert cosmologique. Donc, voici mon camembert cosmologique avec ses 68% d'énergie sombre, la plus grosse partie du camembert ou de l'univers. 27% de matière noire, 5% de matière baryonique. Et tout l'intérêt de ces lentilles gravitationnelles, c'est qu'elles vont observer la matière dite baryonique, qui est celle dont on est composé, en fait, ce sont les protons, les neutrons, dont on est composé, nous, la matière lumineuse des étoiles et des galaxies. En observant cette matière-là, on peut en déduire des informations sur l'énergie sombre et sur la matière noire grâce à ce phénomène, bien qu'on ne puisse pas observer directement l'énergie sombre et la matière noire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de lentille gravitationnelle? Un phénomène de lentille gravitationnelle, il peut être représenté par ce schéma-là, où on a trois objets. La source, ici, une galaxie d'arrière-plan, ce qu'on appelle la lentille, qui va être un objet d'avant-plan, ici un amas de galaxies, et puis l'observateur, ici la Terre. Donc il y a toujours ces trois points, l'observateur, la lentille et la source. Et le phénomène de lentille gravitationnelle, c'est une prédiction de la relativité générale qui dit que la masse d'un objet déforme localement l'espace-temps. C'est cette déformation que vous pouvez voir ici sur cette grille qui est déformée autour de la lentille. En fait, pourquoi on représente ça, cet espace-temps, par une grille en 2D? Parce que l'espace-temps, en fait, il a 4 dimensions. 3 dimensions spatiales, devant, derrière, en haut, en bas, et puis sur les côtés. Et puis, donc les dimensions classiques, et puis une dimension temporelle.
En fait, on n'arrive pas à conceptualiser un espace à 4 dimensions, c'est très difficile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le conceptualise comme un espace à 2 dimensions, plongé dans un espace à 3 dimensions, ce qui nous permet de mieux conceptualiser le phénomène. Donc là, on voit qu'il y a cette déformation de l'espace-temps qui va en fait dévier les rayons lumineux de la galaxie d'arrière-plan. Donc ce sont les rayons orange qu'on voit ici. Et ça va avoir un certain nombre d'effets sur l'image qu'on observe de la source. Elle va se retrouver déviée, la lumière va être déviée, et comme elle est déviée différemment selon le point qu'on considère dans la galaxie, ça va déformer l'image de cette galaxie. Alors voilà, on peut le voir ici sur un graphe un peu plus classique à gauche, avec à nouveau l'observateur, la lentille, la source, et également là on a représenté l'image. Donc la lumière qui est émise de la source, elle est déviée à cause du potentiel gravitationnel de la lentille, elle arrive à l'observateur ici, mais nous, quand on fait le chemin inverse de la lumière, eh ben, on a l'impression que l'image, elle est là, et pas au niveau de la source. Donc c'est pour ça qu'on appelle des fois ce phénomène aussi mirage gravitationnel, parce que c'est similaire au mirage qu'on peut observer dans le désert, bien que ça n'ait pas du tout la même raison physique. Le mirage dans le désert, c'est un gradient de température qui change l'indice de réfraction de l'air, alors que là, c'est vraiment la déformation de l'espace-temps, mais qui crée une sorte de phénomène similaire. Et puis, à droite, on reviendra un peu dessus un peu plus tard, c'est la représentation des déformations de l'image de la galaxie. Alors, une des premières applications des lentilles gravitationnelles, elle a été faite en 1919 par Eddington. En fait, son idée, c'était d'essayer de valider ou pas la théorie de la relativité générale qui venait d'être postulée par Einstein en 2015. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce déplacement des images par rapport aux sources dues à l'effet de lentilles gravitationnelles pour vérifier cette théorie. Donc, à gauche, là, on a une grille d'étoiles. Bien sûr, dans l'univers, les étoiles ne se répartissent pas sur une grille, mais c'est pour visualiser le concept. Et puis, quand on place un objet massif devant, à droite le Soleil, eh ben, on voit que ça va déplacer la position des étoiles telles qu'on les observe, des images des étoiles. Et donc, c'est ce déplacement qu'Eddington va vouloir mesurer, donc faire une image des positions des étoiles lorsque le Soleil n'est pas là, une image des positions des étoiles lorsque le Soleil est là, et de voir cet effet de l'antigravitationnel dû à la masse du Soleil. Et donc, on peut faire des prédictions également avec la théorie de Newton, plutôt que la théorie de la relativité générale, pour cette déviation des rayons lumineux, en considérant la quantité d'énergie, la quantité de mouvement des photons. Si on fait cette mesure, en fait, on trouve que le Soleil va déplacer les étoiles à son voisinage d'un angle ici de 0,87 arc-seconde. Une arc-seconde, ça équivaut à un 3600e de degré, donc c'est un tout petit angle. Et si on fait la prédiction avec la théorie de la relativité générale, on va trouver un facteur 2, donc une déviation 2 fois plus importante. Donc en mesurant la déviation, on va être capable de valider ou non la théorie de la relativité générale, savoir si c'est Einstein ou Newton qui a raison. Et donc, un problème, c'est que, bien sûr, on ne peut pas observer les étoiles à côté du Soleil, puisque le Soleil est tellement brillant, quand vous regardez le Soleil en plein jour, vous êtes aveuglé, vous ne voyez rien de ce qu'il y a autour. Et donc, pour faire cette observation, Eddington va utiliser le phénomène naturel des éclipses, où le Soleil est occulté par la Lune, pour regarder les étoiles, pour mesurer la position des étoiles à côté du Soleil lors de cette éclipse, qui depuis est appelée l'éclipse d'Eddington, qui a été réalisée il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Donc, il monte son expédition, Eddington, en 1919. Il calcule les éclipses et il voit qu'il va y avoir une éclipse totale qui va être visible un petit peu en dessous de l'équateur, qui est représentée ici par la ligne bleue. Et il montre il y a 2 expéditions qui sont montées, en fait, une au Brésil, à Sobral, qui ne fonctionnera pas, et puis une autre sur l'île de Principe, ici aux côtes, au large de l'Afrique. Et donc Eddington, il fait partie de cette expédition pour l'île de Principe. Il part en mars 2019 pour une éclipse en fin mai
2019. Donc il part avec tout son matériel, il fait 2 mois de bateau, il arrive là-bas, il monte son télescope dont on peut voir l'image ici à droite. Il fait ses observations lorsque le Soleil n'est pas là. Cette éclipse, elle a été choisie parmi d'autres éclipses puisque à ce moment-là, le Soleil est devant l'amas ouvert des Hyades, qui est un amas d'étoiles. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir plein d'étoiles autour du Soleil pour mesurer les positions à ce moment-là. Donc il fait ses mesures quand le Soleil n'est pas là. Et puis au moment de l'éclipse, manque de bol, il y a des nuages. Bon, ça arrive souvent pendant les éclipses. Ça arrive souvent en astronomie tout court. Hein. On a des superbes idées, on va faire des observations et puis finalement il ne fait pas beau. Mais il a un coup de bol au milieu de l'éclipse et les nuages s'en vont. Il arrive à faire une plaque photographique, enfin il en fait 16, mais il n'y en a qu'une, ou 14, je ne sais plus, mais il n'y en a qu'une qui peut être utilisée, qui est ici à droite, la plaque photographique d'Eddington avec les étoiles qu'on peut voir ici, là il y a un petit point. Et donc, il mesure la position des étoiles, il compare lorsque le Soleil est à cet endroit-là, lorsqu'il n'y est pas, et il mesure un angle de 1,61 arcs-secondes, plus ou moins, 0,4 arcs-secondes. Et donc, il démontre, c'est la première démonstration que la relativité générale est la théorie de la gravité qui fonctionne le mieux à ces échelles, alors que celle de Newton ne permet pas d'expliquer ce phénomène de l'antigravitationnel. Et non seulement c'est la première expérience de l'antigravitationnel, mais en même temps, cette découverte, c'est le triomphe de la relativité générale et elle va vraiment propulser Einstein au rang de superstar des scientifiques de l'époque. Ensuite, il va être connu de tout le monde, invité partout, etc. Donc c'est vraiment une des expériences, une des très grandes expériences de la physique du début du XXe siècle. Voilà, après, on n'entend plus trop parler de l'antigravitationnel d'un point de vue observationnel pendant près d'un demi-siècle, parce qu'on ne sait pas trop bien quoi observer avec ces lentilles gravitationnelles. Mais la science continue d'avancer dans d'autres domaines, notamment celui de la matière noire, qui va être postulé par l'astrophysicien Fritz Zwicky, qu'on peut voir ici en haut à droite, en 1933. Donc ce qu'il fait, Zwicky, c'est qu'il observe les galaxies de la main proche de Coma, il mesure leur vitesse. Connaissant leur vitesse, il peut en déduire une estimation de la masse, qu'on appelle une masse dynamique, et il va comparer ça à la masse lumineuse en regardant uniquement le flux émis par ces galaxies. Et là, il mesure une différence de l'ordre de 400, et il dit il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il doit y avoir de la lumière, de la matière qu'on ne voit pas, qu'il va appeler matière noire, puisqu'on ne la voit pas. Donc ça, c'est vraiment le premier postulat sur la matière noire. Bon, les quantités sont plutôt de l'ordre de 80% de matière noire dans les amas de galaxies aujourd'hui, donc ce n'est pas vraiment un ordre de 400, mais c'était quand même le premier postulat. Et puis ça a été vraiment confirmé plus tard dans les années 70 par les observations de Vera Rubin, qu'on peut voir ici en bas à droite, penchée sur des plaques photographiques, où elle a mesuré à gauche la vitesse de rotation d'une galaxie par rapport à la distance à son centre. Et donc on peut voir ce qui était attendu d'après la lumière seule, qui est la courbe en pointillé, et puis les observations qu'elle a faites en verte. Et là, on voit à nouveau qu'il y a besoin d'une matière supplémentaire non visible, qui est la matière noire, pour expliquer les courbes de rotation des galaxies. Donc cette matière noire, elle permet non seulement d'expliquer la rotation des galaxies, donc à l'échelle des galaxies, mais également aux échelles cosmologiques des amas de galaxies et de l'univers tout entier. Alors, voilà, j'ai dit qu'on ne voyait plus d'observations de l'antigravitationnel pendant assez longtemps, jusqu'à ces observations de 1986 et 1987, où ici, ce sont des observations où chaque point ici représente une galaxie, c'est un amas de galaxies à nouveau, et puis, je ne sais pas si vous voyez, il y a une grande structure allongée ici. C'est des observations qui ont été faites par Geneviève Soucaille et Yannick Mélier, qui sont tous les deux français. Et quand ils sont tombés là-dessus, ils se sont dit « Ah, mais si ça se trouve, c'est un arc gravitationnel géant ». À l'époque, on ne pensait pas que c'était possible d'avoir ces arcs gravitationnels,
qui trace également la matière visible et la matière noire. Et donc, quand ils observent ça, ils font une demande de temps pour de la spectroscopie. Ils regardent aux différents endroits de l'arc le spectre de la lumière pour vérifier que c'est bien le même objet. Et là, ils découvrent que c'est le même objet. Et donc, c'est la première détection d'un arc gravitationnel. Et ça va un peu relancer le côté observationnel pour les lentilles gravitationnelles. On se rend compte que finalement, c'est un phénomène qui va être observable et dont qu'on va pouvoir utiliser pour faire de la physique. Puis j'aime bien montrer cette image parce que c'est une découverte qui date de 1987. Et 1987, c'est mon année de naissance. Du coup, je suis assez content de travailler sur une science qui a commencé en même temps que moi. Voilà. Et l'univers est content aussi. Vous pouvez voir ces arcs gravitationnels ici. Là, c'est grands arcs gravitationnels qu'on peut observer aujourd'hui dans cet amas qui a le bon goût de ressembler à un bonhomme. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces phénomènes de lentilles gravitationnelles forts? On revient sur ce schéma d'explication. En fait, la source ici émet des rayons lumineux qui sont déviés, et si on a un très bon alignement entre la source, la lentille et l'observateur, eh bien, les rayons peuvent passer de part et d'autre de la lentille. Donc il y a un rayon qui va passer par là, et puis un autre qui va passer là. Et ça va créer des images multiples qui sont ces arcs extrêmement déformés qu'on peut utiliser en fait pour peser la lentille, puisque la position des arcs, leur nombre, va dépendre de la masse de l'objet, de la déformation qu'il applique sur l'espace-temps et donc de sa masse. Donc c'est un phénomène qu'on peut utiliser pour peser la masse des lentilles, ce qui est fait de façon assez classique maintenant, je dirais, dans les amas de galaxies les plus massifs. Donc là, vous avez un exemple avec des images un peu plus récentes où vous voyez plein d'arcs gravitationnels qui correspondent à plusieurs galaxies. Donc là, par exemple, vous avez 4 arcs, 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4, qui en fait proviennent de la même source qui a été lentillée, qui crée 4 images différentes. Et en étudiant la position de ces arcs, on est capable de mesurer la masse de ces objets ici au milieu, qui est la lentille qui a déformé l'espace-temps. Donc voilà une des grandes applications de ces lentilles gravitationnelles. Et puis, il y a autre chose qu'on pourrait faire sur ces arcs gravitationnels. En fait, ces 4 images, elles ne vont pas arriver en même temps. Parce que les chemins lumineux vont prendre des trajectoires différentes et elles vont être plus ou moins proches de la lentille. Donc, il va y avoir un agrandissement du chemin parcouru. Et puis également, il faut se rappeler qu'on n'est pas dans l'espace, mais dans l'espace-temps. Et en fait, il y a un ralentissement des rayons lumineux quand ils sont plus proches de la lentille. Donc, il y a ces deux phénomènes qui vont faire qu'il y a un délai entre l'apparition de ces différentes images. Et donc, en mesurant le délai dans ces images, on pourrait être capable à la fois de mesurer certaines constantes de la cosmologie, comme la vitesse d'expansion de l'univers, mais également de tester nos modèles sur les lentilles gravitationnelles. Et ça, c'est quelque chose qui a été proposé par Refsdal dans les années 60, d'utiliser ce genre de phénomène. Alors, bien sûr, à notre échelle, l'univers ne bouge pas. Parce que c'est des temps tellement grands que là, par exemple, la galaxie avec ses 4 images, on ne la voit pas bouger. Elle bouge, mais elle aura bougé dans des millions d'années. Nous, on ne verra jamais le déplacement de cette galaxie. Donc, en fait, Refsdal, ce qui se dit, c'est s'il y avait un objet qu'on appelle une supernovae dans une galaxie et que cette supernovae était lentillée, on pourrait la voir apparaître et voir les différentes images. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une supernovae? On a une représentation ici. C'est l'étoile en bas à gauche. Une supernovae, c'est une étoile en fin de vie qui va s'effondrer sur elle-même. En fait, elle a fini sa période les étoiles, elles rayonnent par fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium. Elle a fini la période de consommation de son hydrogène en hélium et elle commence à fusionner de l'hydrogène, puis différents atomes de plus en plus importants. C'est comme ça qu'on crée par ailleurs les atomes dont on est constitué, carbone, oxygène, tout ça c'est créé dans le cœur des étoiles qui vont être ensuite expulsés lors des supernovae. Et donc, quand on a une supernovae, on a cette étoile qui finit par exploser, par repousser son enveloppe et par briller autant que sa galaxie hôte. Donc là, l'étoile qu'on voit en bas à gauche, elle fait partie de cette galaxie, mais elle brille pendant un court instant autant que la galaxie, presque autant que toute la galaxie en elle-même.
Et c'est un phénomène qui va durer de quelques jours à quelques années. Donc c'est un phénomène qu'on peut observer à l'échelle humaine, mais il faut avoir la chance de l'observer sous une lentille gravitationnelle pour pouvoir tester nos modèles. Alors, les supernovae, je vais juste faire une petite digression, parce que c'est un exemple historique assez intéressant. Elles ont été observées depuis très longtemps, notamment par les astronomes chinois, qui les appelaient étoiles invitées. Ils voyaient en fait des présages, je ne sais plus s'ils étaient bénéfiques ou négatifs pour l'empereur, selon qu'une étoile invitée apparaissait quelque part dans le ciel. Donc c'était plus de l'astrologie que de l'astrophysique, mais en tout cas, ils ont des records d'observation d'étoiles invitées. Et il y a notamment un rapport d'observation qui date de 1054, où ils disent que une étoile invitée, une supernova, a été observable pendant 2 ans et pendant 23 jours en plein jour. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, là vous sortez, puis tout d'un coup vous voyez une étoile dans le ciel en plein jour, et puis elle dure comme ça pendant 23 jours. Ils ont dû quand même se demander un peu ce qui se passait. Je pense que même aujourd'hui, on serait assez effrayé par ce phénomène. Et voilà. Et pour cet exemple historique, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a identifié cette supernovae, c'est la nébuleuse du Crabe. Quand on observe la nébuleuse du Crabe ici, ces rémanents de poussière qui ont été expulsés, si on fait un modèle physique pour voir quand est-ce que la supernovae a donné naissance à cette nébuleuse, eh bien on tombe sur 1054. C'est la supernova qui a été observée par les astronomes chinois il y a environ 1000 ans. Et c'est quand même un bel exemple, je trouve, de l'astronomie qui peut se faire à travers les cultures et aussi à travers les âges, puisque là, on a un dialogue entre des astronomes à 1000 ans d'intervalle. Je finis la digression sur les supernovae et on retourne sur les supernovae lentillées. Donc, une fois que Refsdal a eu cette idée dans les années 60 de trouver une supernovae lentillée, eh ben, en fait, on n'en a pas observé avant 2014. Donc là, vous pouvez voir 4 images prises avec, je crois que c'est le satellite Hubble, à différentes époques, donc en février 2011, février 2014 et novembre 2014. Et vous voyez la supernovae ici qui apparaît avec ces 4 images lentillées. Elle n'est pas présente dans les autres observations. Et on a vu les 4 images directement. Donc a priori, on ne peut rien en faire, mais on a de la chance puisque cette supernovae, elle fait partie d'une galaxie ici, cette galaxie bleue d'arrière-plan, qui est en fait, si on zoome ici, qui est en fait localement lentillée par cette galaxie de Lama. Donc c'est un peu une variation, enfin, on peut voir les 3 images de la source ici, de cette galaxie bleue, là, qui sont encerclées en rouge, et en fait, localement, il y a en plus une petite déformation de lentille gravitationnelle qui fait qu'on a ces 4 observations. Donc en fait, cette supernovae, elle va réapparaître par la suite dans une des deux autres images. En fait, elle va réapparaître dans l'image la plus proche du centre de la lentille. La lentille, c'est cet amas de galaxies ici, dans ce cas-là. Pourquoi ? Justement à cause du ralentissement des rayons lumineux. Intuitivement, on aurait l'impression que c'est quand on va parcourir le plus grand chemin que ça va mettre le plus de temps, mais en fait, non. Tout en haut à gauche, elle est déjà apparue il y a environ une 40aine d'années. Donc, on sait qu'elle va réapparaître, et là, du coup, toute la communauté des lentilles gravitationnelles fortes se met à prédire quand va réapparaître cette fameuse supernovae dans la deuxième image. Donc à droite, vous avez un tableau. Les 3 premières colonnes sont l'ascension droite, la déclinaison et l'amplification. C'est la position dans le ciel et de combien son flux va être amplifié. Et tous les delta T en dessous, c'est des équipes différentes qui vont avoir calculé en jours dans combien de temps la supernovae va réapparaître en fonction des modèles qu'ils ont utilisés pour les lentilles gravitationnelles. Et on voit que ça va mettre de l'ordre de 1 an pour la plupart des modèles. Et donc, on observe cette cible tous les 2 mois avec le satellite Hubble, et on la voit réapparaître le 11 décembre 2015, là en bas à droite. Soit à peu près 400 jours après la première observation, mais plus ou moins 2 mois, parce qu'on ne pouvait pas faire des observations plus rapprochées que tous les 2 mois, mais en accord avec la plupart des modèles qu'on avait. Donc, c'est un exemple assez rare en astronomie. En général, on ne peut pas faire d'expérience.
On se contente plutôt d'observer et d'en déduire des choses. Là, c'est une vraie expérience où on pouvait prédire un événement qui allait réapparaître, et ça a marché très bien. Donc ça a très bien validé ces modèles de l'antigravitationnel. Voilà, alors tout ça c'était pour les phénomènes de l'antigravitationnel qu'on dit en régime fort, quand on a ces grandes déformations, ces grands arcs gravitationnels. Maintenant je vais passer à un autre régime de l'antigravitationnel qui est le régime faible, où là en fait la distance entre la source et la lentille projetée est assez grande, et en fait l'effet de l'antigravitationnel est très faible. Donc on va avoir une toute petite déformation de l'image des galaxies. C'est ce qui est représenté à droite ici, les différents types de déformations qu'on peut observer. Le disque vert à chaque fois représente une galaxie, une source circulaire, et puis en noir l'effet que va avoir chacun des différents composants. Donc le premier, ce kappa, c'est ce qu'on appelle la convergence, qui va encoder le changement de taille de la galaxie, et puis en dessous le gamma, qui est le shear en anglais ou cisaillement gravitationnel en français, va encoder la déformation de la galaxie qui va être déformée selon des formes elliptiques. Et donc là, vraiment, on change de méthode par rapport aux lentilles gravitationnelles fortes. Les lentilles gravitationnelles fortes, on peut regarder des objets individuels, on voit ces grands arcs gravitationnels. Là, on ne voit plus rien du tout, ça devient une méthode statistique. On est obligé d'utiliser des grands nombres de galaxies pour essayer d'extraire cette déformation cohérente. Et donc, une hypothèse qu'on doit faire, c'est que les galaxies sont orientées aléatoirement. Donc là, j'ai représenté un ensemble de galaxies à gauche dans le plan source, donc des galaxies sources, à droite dans le plan de la lentille, donc les images, une fois qu'elles ont été déformées. Et en fait, ce qu'on suppose, c'est que comme les galaxies sont orientées aléatoirement, et ben en fait, leur forme moyenne, c'est d'être un disque. Puisque un coup, elles vont être comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. À la fin, du coup, quand on moyenne tout, ça nous donne un disque. On dit que l'ellipticité intrinsèque moyenne est nulle. Et donc, quand on va regarder la moyenne des formes des galaxies, des images de ces galaxies, ça va nous donner accès à une mesure de cette déformation, ce cisaillement gravitationnel, qui est ensuite relié à la masse de la lentille. Alors, un des exemples les plus fameux de cette technique, c'est ce qu'on appelle le bullet cluster, en français, je pense l'amas de la balle ou du boulet, qui est représenté ici, où on peut voir, donc il y a en fait un amas de galaxies ici, et toutes ces galaxies de la même couleur, là, orangée, et puis un autre petit amas là, qui vient de rentrer dans ce gros amas et de le traverser de cette façon-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le phénomène de l'antigravitationnel faible, on va pouvoir peser les différents composants, le gros amas, le petit amas, et observer où se répartit la masse. Et on obtient ça. En bleu, on a la masse totale, donc qui va inclure la matière noire et la matière classique, obtenue par l'antigravitationnel. Et en rose, ici, on a la matière qui émet en rayon X. En fait, les amas de galaxies, ils sont composés, je vous ai dit, environ 80% de matière noire et environ 15-20% de gaz chaud qui émet en rayon X, qui peut être observé ici. Puis après, il reste en gros 3 à 5% de matière, donc les galaxies qu'on observe en visible. Et donc là, c'est extrêmement intéressant cette analyse, puisqu'on voit que le gaz chaud, on voit qu'il est collisionnel. On voit ici vraiment l'impact ici, comme si on avait une balle qui venait de passer à travers un fluide avec des traînées. Donc il y a vraiment eu un ralentissement lors du passage du petit amas à travers le gros pour la partie gaz qui émet en rayon X. Par contre, on voit que la matière noire, elle n'a pas cette forme-là. En fait, elle n'a pas été ralentie et elle apparaît plus loin que le gaz. Elle n'a pas été ralentie, on dit que la matière noire va être non collisionnelle. Et ça, c'était à la fois une des premières démonstrations empiriques qu'on pense que la matière noire existe, puisque si on se dit que la matière noire n'existe pas, il y a des théories qui utilisent des modèles de gravité modifiés, donc ils vont modifier les lois de la gravité pour ne pas utiliser de matière noire. Et quand on fait ça, en fait, ça devient très difficile à expliquer cette configuration, parce que ça veut dire qu'ici, on n'a pas la masse en bleu. On n'aurait que la masse en rose, et elle n'est pas du tout alignée avec les galaxies. Donc si on n'a pas de matière noire, on ne peut pas expliquer cette configuration ici, pourquoi les galaxies ne sont pas alignées avec le gaz intra-amas.
Donc non seulement ça montre qu'il y a des très très fortes chances pour que la matière noire existe, et en même temps ça donne des informations sur ses propriétés, puisque là on voit que cette matière noire est non collisionnelle. Et donc ça nous fait penser que c'est des particules plutôt très massives et froides, par exemple ce qu'on appelle les WIMP, Weakly Interactive Massive Particles, et c'est ce genre d'analyses qui peuvent motiver les différentes espèces de matière noire auxquelles on peut prétendre aujourd'hui. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la matière noire, et maintenant on va passer à l'énergie sombre. Et pour l'énergie sombre, il faut commencer par l'expansion de l'univers. Donc l'expansion, elle est découverte par Hubble et Lemaitre. Là, on peut voir Hubble à son télescope au mont Palomar. Ce qui fait Hubble, en fait, il va mesurer la vitesse d'éloignement des galaxies par rapport à leur distance. Donc c'est le graphe qui est représenté ici. En fait, il regarde un type particulier d'étoiles qui sont les céphéides, qu'on peut voir dans des galaxies proches, qui ont une période variable à laquelle on peut relier leur luminosité intrinsèque. Connaissant leur luminosité intrinsèque, on peut calculer leur distance, et puis on obtient les vitesses par spectroscopie. Donc il est capable de faire ce diagramme, et il voit qu'en fait, il y a une loi linéaire entre cette vitesse d'éloignement et la distance des galaxies, et il en déduit que n'importe où dans le ciel, quand on regarde des galaxies, elles sont en train de s'éloigner de nous. Et donc ça permet de valider cette idée comme quoi l'univers est en expansion, ce qui avait été postulé par Lemaitre à peu près en même temps. Et on a cette constante de Hubble qui nous dit à quelle vitesse les galaxies s'éloignent de nous, donc à quelle vitesse l'expansion a lieu. Et là, on est aujourd'hui, les dernières mesures nous donnent environ 70 km par seconde par mégaparsec. Un parsec, c'est 3,26 années-lumière. Donc, OK, on a un univers en expansion, mais à l'époque, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer sur le destin de l'univers. Il est en expansion, mais est-ce qu'il est en train d'accélérer, est-ce qu'il est en train de décélérer, ou est-ce qu'il est à vitesse constante? Donc là, à nouveau, on a la taille de l'univers en fonction du temps. C'est très similaire au graphe que je vous ai montré au début. Et puis, selon les différents scénarios, on a le Big Rip, le Big Crunch ou le Dark Energy Constant. En fait, ce qui se passe, c'est comme quand on lance un caillou dans le ciel. Si je lance un caillou très fort, que je le prends à un instant T, je ne sais pas s'il est encore en train de monter ou s'il est en train de redescendre. Parce qu'il y a la force initiale que je lui ai donnée, qu'on pourrait dire est l'expansion, et puis il y a la force qui le rattire vers la Terre, qui est la gravité. Et là, c'est vraiment le même cas. À l'instant où on est aujourd'hui, on ne peut pas dire si notre univers est en expansion accélérée ou pas. Et donc, c'est intéressant pour nous puisque ça nous donne une information sur le destin de l'univers. Si on est en expansion accélérée, on va continuer à s'étendre de façon de plus en plus vide, de plus en plus rapide. C'est ce qu'on appelle le Big Rip. Et les galaxies vont finalement être éloignées, très éloignées les unes des autres, tellement éloignées qu'elles ne pourront plus communiquer entre elles. Et on se dirige vers un univers froid et mort. Et puis, l'autre option, c'est le Big Crunch. Il n'y en a aucune qui est réjouissante. C'est la gravité qui gagne par rapport à l'expansion, l'univers qui se recondense. Et pareil, pour nous, ça ne change pas grand-chose, mais ça nous intéresse de savoir ce qui va se passer. Et donc, finalement, pour mesurer cette accélération de l'expansion, on va à nouveau utiliser ces supernovae dont on a parlé. Donc en bas, là, il y a plein d'images de supernovae lorsqu'on les a observées par rapport à la galaxie lorsque la supernovae n'est pas observée. Ces supernovae, un type de supernovae, a le bon goût d'avoir une courbe de lumière représentée en haut à droite, c'est-à-dire que quand elles apparaissent, elles vont d'abord se mettre à croître en intensité, puis ensuite redescendre. Et ça, c'est une courbe de lumière qui est tabulée, puisqu'elle provient de mécanismes physiques et qui nous permet de connaître la luminosité intrinsèque de ces supernovae et donc leur distance. Et donc, c'est des travaux qui ont été faits de mesurer la distance dans des supernovae de galaxies plus lointaines que ce qu'on était capable de faire avec la méthode des céphéides sous Hubble. Et c'était dans la fin des années 90, 98, 99. Et on peut voir ces points ici qui sont mesurés, toujours là en bas à gauche, sur ce graphe de la taille de l'univers en fonction du temps qui évolue ici, avec différents modèles possibles. En rouge, vous avez le Big Crunch, et en vert, le Big Rip. Et on voit qu'en fait, on se dirige vers un Big Rip. On a un univers qui n'est pas seulement en expansion, mais en expansion accélérée. Donc, il s'étend de plus en plus vite. Les galaxies s'éloignent de nous de plus en plus rapidement.
Ça, c'est ce qui a valu le prix Nobel en 2011 pour les découvertes par Perlmutter, Schmitt et Riess. Alors, voilà, maintenant, on sait que notre univers est en expansion accélérée. On va bientôt arriver à l'énergie sombre. Qu'est-ce qui peut expliquer cette accélération de l'expansion? Alors, pour comprendre ça, il faut retourner sur les équations qui gouvernent l'univers. Ici, l'équation d'Einstein. Ce sera la seule équation que je vous montrerai aujourd'hui. Elle est intéressante puisqu'elle permet vraiment de comprendre non seulement comment fonctionne la gravité, et puis en même temps comment notre univers, comment on peut équilibrer notre univers. Donc ce qu'elle dit cette équation ici, à gauche vous avez ce G mu nu qui représente la gravitation, et à droite vous avez ce T mu nu qui représente la masse ou l'énergie, donc le contenu de l'univers, et puis 8 πg sur C4 au milieu sont des constantes de la physique, c'est pas très intéressant. Mais ce qu'elle nous dit donc, c'est que la gravité, c'est une réponse de l'espace-temps à la masse. Donc en fait, en bas à droite, on voit à nouveau ce graphe avec le Soleil qui déforme localement l'espace-temps, la Terre qui déforme localement l'espace-temps. Parce qu'elles ont une masse, elles vont déformer l'espace-temps et provoquer la gravité. Donc c'est ça que nous dit cette équation d'Einstein. Au passage, c'est grâce à la relativité générale qu'on peut expliquer que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Dans la théorie de Newton, c'est juste un mouvement relatif, et on ne peut pas dire pourquoi c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Alors que là, on a vraiment une démonstration. Le Soleil est plus massif, donc il déforme plus l'espace-temps, donc c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc on a cette équation qui est en fait qui équilibre l'univers. Ça veut dire qu'il y a un équilibre entre les forces de gravité et le contenu de l'univers. Si on est en expansion accélérée, eh ben ça veut dire que cette équation ne marche plus. L'univers n'est plus à l'équilibre puisqu'il y a une accélération de l'expansion. Et donc, les deux solutions qu'on a, c'est soit de modifier le terme de gauche, soit de modifier le terme de droite. Donc, le terme de gauche, eh ben, ce serait des modèles de gravité modifiés donc, qui vont au-delà de la relativité générale. Un problème avec cette approche-là, c'est que la relativité générale est vraiment extrêmement robuste. Elle a été postulée il y a plus de 100 ans et on ne l'a jamais mise en défaut. Donc toutes ces analyses de gravité modifiée, c'est des petites variations par rapport à la relativité générale. Donc c'est une piste. La deuxième piste, eh bien, c'est la fameuse énergie sombre. C'est de rajouter un composant à l'univers qu'on ne connaît pas, qu'on appelle énergie sombre, et qui va motiver l'accélération de l'expansion. Donc on va dire qu'elle a une équation d'état négative. Donc l'équation d'état, c'est ce qui est représenté en bas ici, c'est l'équation qui lie la pression à la densité d'un gaz. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette équation d'état avec W négatif? Ça nous dit que c'est une force répulsive qui va tendre à accroître la taille de l'univers. Et puis il y a une troisième solution qui est d'ajouter ce qu'on appelle la constante cosmologique lambda. Donc cette constante cosmologique, pour la petite histoire, elle avait déjà été introduite par Einstein avec une valeur différente lorsqu'il avait construit cette équation d'Einstein. Il avait ajouté la constante cosmologique parce que sinon son univers était en expansion. Et ça l'embêtait d'avoir un univers en expansion, probablement dû à ses croyances religieuses, où il trouvait que ce n'était pas compatible avec l'existence de Dieu. Il voulait quelque chose de figé, qui ne bouge pas dans le temps, qui est éternel. Donc il avait ajouté cette constante. Plus tard, une fois que Hubble et Lemaître ont montré que l'univers était en expansion, il est revenu dessus, il a dit que c'était une des plus grosses erreurs qu'il avait faites, et il a dit, on n'a pas besoin de la constante cosmologique, hop, on l'enlève. Pour expliquer l'accélération de l'expansion, on peut rajouter cette constante cosmologique avec une valeur différente. Il n'y a aucune des solutions qui est vraiment satisfaisante, puisque cette constante cosmologique, on aimerait la relier aux fluctuations quantiques du vide, que j'ai introduites en tout début d'exposé. Mais quand on fait ça, ça donne un désaccord entre cette constante cosmologique mesurée dans les observations astronomiques et celle qu'on pourrait attribuer aux fluctuations quantiques du vide à partir de la mécanique quantique, un désaccord de 120 ordres de grandeur, ce qu'on appelle parfois la catastrophe du vide, qui est l'un des plus grands désaccords de la physique. 120 ordres de grandeur, c'est un 1 avec 120 zéros derrière. Donc c'est un grand nombre. Voilà. Et donc on a ces trois options qui pourraient expliquer l'accélération de l'expansion, soit de la gravité modifiée, soit de l'énergie sombre, soit la constante cosmologique. Et au passage, cette constante cosmologique, elle est compatible avec une énergie sombre d'équation d'état rigoureusement égale à -1.
Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire dans les années futures, c'est de mesurer cette équation d'état de l'énergie sombre. Si on trouve qu'elle n'est pas égale à -1, eh ben, hop, on peut déjà éliminer la constante cosmologique. Donc ça va être un des grands chevaux de bataille de la décennie à venir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire notamment avec le satellite Euclide, qui a une très forte implication française. C'est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui va être lancé dans 2 mois. Le responsable est français, c'est Yannick Mélier, qui travaille ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. C'est une mission de type M de l'ESA, donc avec 600 millions d'euros, environ 2000 chercheurs et ingénieurs de par le monde qui travaillent dessus. On peut voir une représentation de l'instrument ici à gauche. Et on va utiliser 2 sondes, les lentilles gravitationnelles que j'ai introduites aujourd'hui, et puis le regroupement des galaxies, où on va regarder comment les galaxies s'agencent dans l'univers. Donc c'est une autre sonde que je ne détaillerai pas aujourd'hui, et on espère obtenir des contraintes à 1% sur cette équation d'état de l'énergie sombre, et peut-être invalider la constante cosmologique, valider l'énergie sombre, ou l'inverse. Alors comment on va faire ça ? Ce qu'on va faire avec Euclide, c'est qu'on va étudier les structures à grande échelle. Les structures à grande échelle, c'est la façon dont l'univers s'agence aux très très grandes échelles. Donc là, vous pouvez voir ce qu'on appelle la toile cosmique, où vous allez avoir des filaments de galaxies, ça c'est une simulation numérique, des filaments de galaxies, qu'on peut voir chaque point ici, on pourrait considérer que c'est une galaxie, va s'agencer selon cette structure hiérarchique avec des filaments qui se croisent au niveau des amas de galaxies et puis des zones de vide. Donc ça, c'est dans des simulations, c'est aussi ce qu'on observe. Donc là, on a des observations avec le SDSS où on voit ces structures filamentaires. Donc chaque point ici à nouveau est une galaxie dont on a observé la distance par rapport à nous. Et cette formation des structures, elle est directement liée à la cosmologie de l'univers. Donc là, on voit dans une simulation ce qui se passe lors de la formation des structures par un scénario qu'on dit de croissance hiérarchique. Au début, on est parti des fluctuations quantiques du vide qui ont été figées par la phase de l'inflation, donc d'une répartition gaussienne. Et puis petit à petit, les grandes structures vont se former par accrétion de petites structures les unes avec les autres. Et c'est une compétition entre l'expansion qui éloigne les structures et la gravité qui les rapproche et qui va naturellement créer ce genre de toile cosmique ici, avec les nœuds, les filaments et les zones de vide. Et donc, on voit que dans ce modèle, eh bien, si on a plus d'énergie sombre, on va avoir quelque chose de plus répulsif, donc on va avoir des structures moins importantes. Donc c'est vraiment lié directement à la quantité d'énergie sombre et de matière qu'on a dans notre univers. Et donc, pour contraindre ça, on va avoir besoin de mesurer la masse des structures dans l'univers, et on va utiliser à nouveau les lentilles gravitationnelles. Donc en fait, ici, si on prend n'importe quelle galaxie dans cette toile cosmique, la lumière qu'elle émet, c'est ce que j'ai représenté ici, va être déviée par toutes les structures le long de la ligne de visée, ce qui va déformer l'image de la galaxie. Et en mesurant cette déformation, on va être capable de mesurer la répartition de la masse dans l'univers. On peut le voir ici aussi en 3D, où on a des galaxies et puis la lumière qui vient vers nous et la déformation apparue. Donc c'est une sonde qu'on appelle cisaillement cosmique, ou Cosmic Shear en anglais, qui est une des sondes principales qui va être utilisée par la mission Euclide. Une fois qu'on a... Donc, ce dont on a besoin pour ça, c'est de mesurer la forme des galaxies, mais une fois qu'on a mesuré la forme des galaxies, on peut le relier au modèle cosmologique par différentes façons, ce qu'on appelle créer des estimateurs mathématiques. Donc, juste brièvement, la façon classique qu'on a, c'est de faire ce qu'on appelle les fonctions de corrélation en haut à gauche, où on va corréler la forme des galaxies 2 à 2, donc par paire de galaxies. Et puis, ça, c'est ce qu'on utilise depuis une vingtaine d'années. Depuis une dizaine d'années, on développe ce qu'on appelle des statistiques d'ordre supérieur, en haut à droite, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, où on va regarder les galaxies non plus 2 à 2, mais par paquets, de façon un peu différente, ici par exemple dans des anneaux. Et puis enfin, on commence aussi à développer des techniques d'intelligence artificielle, où là, on va apprendre à un réseau de neurones à reconnaître la forme globale des galaxies directement dans les images. Donc c'est des travaux qu'on a commencé notamment avec le projet PISCO au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Alors, quel que soit l'estimateur qu'on utilise, il faut observer beaucoup de galaxies. Plus on observe de galaxies, meilleure sera la statistique, meilleures seront les contraintes qu'on va pouvoir obtenir sur l'équation d'état de l'énergie sombre.
Et donc le but d'Euclide, c'est d'observer 15 000 degrés carrés, soit un tiers du ciel, et 1,5 milliard de galaxies. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est une répartition des étoiles observées par le satellite Gaïa. Donc chaque point est une étoile, et par-dessus, on a mis en bleu les observations qu'on compte faire avec le satellite Euclide. Donc en fait, on va observer toute cette partie au nord, toute cette partie au sud, et puis ces deux parties ici en interne. En fait, on prend tout le ciel et on évite le plan de la galaxie ici, où il y a énormément d'étoiles, donc on n'est pas capable vraiment de mesurer la forme des galaxies qui vont être très lointaines et qui vont être cachées par les étoiles de notre propre galaxie. Et puis, on élimine aussi ce plan-là, qui est le plan de l'écliptique dans lequel tournent les planètes, à cause d'un phénomène de lumière zodiacale, donc de réflexion de la lumière du Soleil sur les poussières, qui vont faire qu'on ne sera pas capable non plus de mesurer la forme des galaxies. Donc voilà, 15 000 degrés carrés, soit un tiers du ciel, mais pour nous, tout le ciel observable. Et donc, ça, j'ai dit que ça allait nous permettre d'obtenir une très très grande précision sur les paramètres cosmologiques. Par contre, avoir une grande précision, ça demande aussi d'avoir ce qu'on appelle une grande exactitude ou de très faibles biais systématiques. Donc, pour comprendre cette différence entre précision et exactitude, on peut regarder ces cibles en haut à droite. Dans la première cible, ici, on tire avec une précision de 10% et une exactitude de 10%, ce qui est à peu près ce qu'on a comme contrainte sur l'équation d'état de l'énergie sombre aujourd'hui avec le satellite Planck. Avec Euclide, j'ai dit qu'on allait viser du 1%, donc une précision de 1% ici à droite. Si on garde une exactitude de 10%, eh bien en fait, on n'a rien gagné. La précision, elle vous dit à quel point vous tirez toujours au même endroit. Là, on tire toujours au même endroit, mais ce n'est pas au bon endroit. Donc en fait, on se trompe. L'exactitude, elle nous dit à quel point on est proche de la vérité, alors que la précision, elle nous dit à quel point on fait un tir groupé. Et donc il faut vraiment qu'on se rapproche de la cible en bas à droite, où on a une précision et une exactitude de 1%, pour pouvoir utiliser toute cette statistique qu'on va obtenir avec le satellite Euclide. Et ça, c'est vraiment un défi sans précédent en cosmologie observationnelle, d'atteindre ces exactitudes à 1%. Il y a tout un tas de biais systématiques qu'il faut contrôler de façon très rigoureuse, notamment la mesure de forme des galaxies, l'observable principal des lentilles gravitationnelles, qui doit être faite de façon extrêmement exacte. Cette mesure de forme, c'est quelque chose de très technique, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais à la place, j'ai choisi de vous montrer des photos du télescope. Je pense que ça vous amusera plus que la partie technique. Donc voilà les différentes parties, certaines parties du télescope Euclide. À gauche, vous avez le miroir primaire qui a été construit. Là, je crois que c'est une photo qui date de 2018 déjà. Ce miroir, il fait 1,20 m de diamètre avec au milieu un trou de 30 cm pour laisser passer la lumière, puisqu'il va y avoir un miroir primaire, un miroir secondaire. Et puis à droite, c'est l'instrument NISP. NISP, c'est pour Near Infrared Spectrophotometer, qui est en fait un instrument qui va faire de la spectroscopie et aussi de la photométrie en proche infrarouge. Donc là, on a une roue à filtre qui va choisir les différentes longueurs d'onde qu'on va observer. La lumière, elle passe à travers le filtre dans la lentille et elle est focalisée ici sur le détecteur. Et cet instrument, en fait, il a été construit au laboratoire d'astrophysique de Marseille, dans notre laboratoire à 10 mètres de mon bureau. Et donc ça, c'était une photo en 2019. Et c'était marrant, tous les matins, je pouvais aller voir et voir comment l'instrument avait avancé. C'est dans des salles blanches, et il y a des grandes vitres devant. Donc j'allais voir comment l'assemblage de NISP avançait. Et puis maintenant, il a été accolé au télescope. Donc un mot sur le chemin optique. Donc à nouveau une représentation du télescope ici. La lumière rentre dans le tube du télescope. Elle se reflète sur le miroir M1, donc le miroir primaire que je vous ai montré juste avant, d'1,20 m de diamètre. Elle est reflétée vers un miroir secondaire qui est maintenu ici dans le télescope et qui va renvoyer dans le trou du télescope primaire. La lumière, ensuite, elle passe là, on retourne le télescope, donc elle arrive dans le tube, elle retourne derrière ici, où elle est envoyée par un jeu de miroirs vers une séparatrice, où la moitié de la lumière est envoyée vers l'instrument NISP, qui va faire la spectroscopie, et l'autre moitié est envoyée ici, vers l'instrument VISE, qui va faire de la photométrie, donc de l'observation visible. C'est l'instrument qu'on va utiliser pour la partie lentille gravitationnelle. Donc c'est un design Korsch pour le télescope, et assez intelligent, puisque avec cette séparatrice, il nous permet de faire en même temps la partie photométrie visible et la partie photométrie proche infrarouge.
Alors voilà les images les plus récentes qu'on a du télescope. Il a été brièvement exposé à Cannes en février de cette année. Donc on peut le voir sous toutes ses coutures à gauche et puis à droite en gros plan avec une personne devant pour voir un peu la taille de l'objet. Donc ça fait quand même 4,5 mètres de haut et puis 3 mètres de large à la base. Donc somme toute un assez gros instrument. Il a été mis dans une grosse cuve en début avril pour être envoyé à Cap Canaveral pour être lancé. Donc, ils l'ont transporté en camion de Cannes jusque Savone. Et puis après, il est parti de Savone ici, hop, et il est allé jusque-là, à Cap Canaveral. C'était marrant, on pouvait suivre où il avançait avec le bateau. Donc, on voyait où était notre satellite au fur et à mesure. Et là, il est arrivé à Cap Canaveral hier. Donc ça y est, on a déjà passé l'étape du bateau. et le lancement va être prévu pour début juillet, dans la première quinzaine de juillet, depuis Cap Canaveral. Au sujet de ce lancement, on a eu pas mal de frayeurs ces 2 dernières années, puisque en fait, on devait lancer l'année dernière avec une fusée Soyouz, qui est ici à gauche, une fusée détenue par les Russes. Et depuis qu'ils ont déclaré la guerre à l'Ukraine, tous les contrats avec la Russie ont été coupés. On ne pouvait plus lancer Euclide avec la fusée Soyouz. Donc il y a eu pas mal d'études pour voir si on pouvait lancer avec des fusées Ariane 6, qui n'est pas encore complètement fonctionnelle, notamment au niveau des vibrations, puisque quand on construit un instrument, on le construit avec certaines normes pour qu'il puisse supporter certaines vibrations avec un type de lanceur. Si on change de lanceur, Ariane, c'est quand même une fusée beaucoup plus grosse que Soyouz, donc il va y avoir des différences de vibrations. Donc il y avait des études pour voir si on allait pouvoir lancer sur Ariane 6. En même temps, il y avait aussi des problèmes avec Ariane 6, puisqu'ils avaient des contrats avec... je crois que c'était Amazon pour des lancements de constellations de satellites. Et du coup, ils voulaient lancer avec 4 boosters. Donc là, c'est les 2 modèles qui sont représentés avec 2 boosters et 4 boosters. Si on met 4 boosters, on peut mettre une charge utile plus importante. Mais par contre, ça fait plus de vibrations. Et nous, on ne pouvait pas lancer avec 4 boosters. On pouvait lancer qu'avec 2 boosters. Donc il fallait attendre jusqu'en 2025. Et puis finalement, la solution qui a été trouvée, c'est de lancer sur une fusée Falcon 9 de SpaceX à droite, qui permettait un lancement le plus rapidement possible. Et finalement, on va lancer dans 2 mois. Une fois que le satellite sera lancé, il va aller au point de Lagrange L2, c'est un point de stabilité dans le problème à 3 corps, qui se situe à 1,5 million de kilomètres de nous. Donc c'est quand même un gros trajet. C'est là où on envoie tous les satellites de cosmologie. Donc il va mettre 2 mois à aller là-bas, il va y avoir 1 mois de préparation, de phase de ce qu'on appelle de commissioning, où on va tester les instruments, et puis ensuite on va commencer le survey, et 2 ans après, on va avoir les premiers résultats pour 2500 degrés carrés. La mission durera presque 10 ans. Pour atteindre les 15 000 degrés carrés, il faudra 6 ans d'observation. Et donc on aura les 2500 degrés carrés dans 2 ans. Et peut-être que ça nous permettra déjà d'élucider la nature de l'accélération de l'expansion de l'univers et donc de l'énergie sombre. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui j'espère vous retrouver dans 2 ans, revenir ici avec les résultats de notre satellite pour vous montrer ce qu'on a appris et si on comprend mieux l'accélération de l'expansion qu'on ne le fait aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis vous pouvez me poser vos questions. Sur toi pour venir nous parler des résultats de Euclide dans 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas combien de temps il va falloir. Je l'ai allumé ? Ah. Ça a été transmis mais haché le dernier quart. Mais dans l'enregistrement, est-ce que ce sera bon ? Bon, alors pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube et qui ont eu des soucis d'écoute, vous pourrez revenir à l'enregistrement à partir du moment où ça ne marchait pas très bien et suivre la conférence comme si tout avait été normal.
Donc je disais, sans micro, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je croyais l'avoir allumé, qu'on espérait bien revoir Nicolas dans 2-3 ans pour qu'il nous raconte tout ce qu'il aura fait avec les données Euclide, et puis on saura peut-être enfin si l'énergie noire, c'est une constante ou autre chose. Tout ça est très mystérieux pour moi. J'avoue que j'ai toujours été un peu sceptique. Et voilà, ça va être passionnant. Alors, il y a des questions sur YouTube que j'ai notées ici. Il doit y avoir aussi des questions dans la salle. On va peut-être d'abord donner le micro aux personnes qui se sont déplacées. L'amphi est presque plein, c'est formidable. Pour une fois, on a une conférence qui n'est pas un soir de grève. Je vous le fais remarquer parce que ce n'est pas toujours le cas. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence, c'était passionnant. Vous aviez parlé du coup des différentes fonctions que vous allez utiliser pour traiter du coup les nouvelles images, avec notamment le projet Pisco que vous avez abordé. Ouais. Comment ça va se passer du coup ce projet? Le traitement, ça va être sur des simulations ou ça va être par exemple sur les données d'Euclide que vous allez recevoir dans les prochaines années? Ça va fonctionner de quelle façon et c'est avec quelle entité exactement que ce projet a démarré? Donc ça, c'est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Le travail qu'on va effectuer, il va être basé sur des simulations. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un réseau de neurones qu'on dit convolutif, qui est très bien adapté pour extraire certaines formes dans des images, certaines features dans des images. Et on fait un entraînement sur des simulations. Donc on va simuler les images du télescope avec différentes galaxies et différentes valeurs de cisaillement gravitationnel. Et puis, on va entraîner le réseau de neurones en lui disant eh ben, ça, c'est une image d'une galaxie avec telle valeur de déformation. Donc, on fait cet apprentissage. Et puis après, quand on lui montre de nouvelles galaxies, on lui demande quelle est la déformation qui a été mise. Si les simulations sont suffisamment réalistes, on doit pouvoir ensuite appliquer ça à des observations. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, toute la partie dont je n'ai pas parlé sur la mesure de forme des galaxies, c'est quelque chose de très pointu, en fait, qui est calibré sur des simulations. Donc on est déjà sur des simulations d'images qui vont nous permettre de calibrer nos algorithmes de mesure de forme. Et là, l'idée, c'est d'utiliser ces simulations d'images, non plus pour faire la calibration, mais directement pour entraîner un réseau de neurones à mesurer ces formes dans les images. Voilà, donc je suis descendue parce qu'il y avait une question analogue sur le chat, effectivement, qui disait, lorsque vous entraînez un réseau de neurones pour apprendre la forme des galaxies, vous le faites sur des simulations numériques? La réponse est oui. Et contiennent-elles l'alignement intrinsèque? L'alignement intrinsèque. Intrinsèque. Alors ça va être un petit peu différent. L'alignement intrinsèque, en fait, c'est ce que j'avais dit au début, non, pas au début, à un moment, je vous ai dit, on doit faire l'hypothèse que les galaxies sont orientées aléatoirement. Voilà. Ben ça, c'est pas vrai. Les galaxies ne sont pas orientées aléatoirement. En fait, elles vont avoir des orientations propres. Par exemple, quand on est autour d'un amas de galaxies, les galaxies qui sont proches de l'amas, elles vont être déformées par des effets de marée, ce qui va leur donner une forme qui s'allonge vers l'amas. Et donc, elles ont un alignement intrinsèque. Et donc, ces questions d'alignement intrinsèque, on les traite a posteriori, soit avec des modèles, soit à des simulations, comme un biais dans nos analyses pour obtenir les paramètres cosmologiques. Mais ça va pas être, là, ce ne sera pas au niveau de la mesure de forme directement, c'est a posteriori. D'accord. Bon, donc, tu as à peu près répondu aussi à une autre question qui était l'alignement intrinsèque de certaines ellipticités de certaines galaxies n'est-il pas un défi pour l'évaluation du lentillage faible? Oui, tout à fait. Oui. Ben, comme je l'ai dit, c'est des choses sur tu lesquelles l'as on dit travaille. à peu près, Ça fait donc, partie voilà. d'un des biais majeurs des lentilles gravitationnelles qu'on doit contraindre de façon très précise, notamment avec des simulations qu'on dit hydrodynamiques. Alors, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on entend par un grand nombre de galaxies pour la méthode de lentilles gravitationnelles faibles? Ben, là, ça va vraiment dépendre. Plus on a de galaxies, plus on va avoir de statistiques. Donc, meilleure sera la mesure des paramètres cosmologiques ou de la masse des structures. Mais on peut encore faire des choses avec assez peu de galaxies. Quand on regarde, par exemple, les amas de galaxies qui sont extrêmement massifs, eux, ils vont faire une grosse déformation. Donc, on va pouvoir mesurer leur masse avec moins de galaxies. Mais ça va quand même être de l'ordre au moins des milliers de galaxies qu'il faut utiliser. Et là, dans le cas d'Euclide, on va utiliser 1,5 milliard de galaxies pour peser tout l'univers. D'autres questions dans la salle? Oui. Bonsoir et merci. Bonsoir. Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi pour les supernovae,
Là, on a une lentille gravitationnelle qui réapparaît au cours du temps. Ok. Alors, en fait, je vais revenir sur le transparent. Donc, la lentille gravitationnelle, ici, elle est apparue à un instant donné, en 2014, et on a 3 images, ici, qu'on peut voir dans les cercles rouges, de cette galaxie haute de la supernovae. Et donc, comme ces images, elles arrivent avec des temps décalés, et que cette supernovae vient d'apparaître dans une des images, eh ben, elle va apparaître aussi dans les autres images par la suite. Donc, c'est sur ce graphe-là, ce que j'avais dit, c'est qu'il y a plusieurs images, elles vont avoir des chemins optiques différents, et puis elles vont aussi être ralenties ici quand elles sont proches de la lentille. Et ces effets qui se combinent qui font qu'il y a un décalage entre l'arrivée des différentes images dues au phénomène de lentille gravitationnelle. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question. Donc en fait, cette galaxie-là, c'est une galaxie d'arrière-plan qui a ces 3 images observables. La supernovae vient d'apparaître dans cette galaxie. Elle est déjà apparue dans celle-là, puisque cette image est arrivée avant, et cette image-là va arriver après, et donc elle va apparaître plus tard ici. 1 an après. Alors, il y a une dernière question sur le chat que j'ai notée, parce que maintenant, le chat s'est évaporé de mon ordinateur, donc je n'ai pas la suite. S'il y a d'autres questions, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des remerciements. Et il y a aussi une question, sachant que les photons n'ont pas de masse, pourquoi l'angle de déflexion en gravité newtonienne n'est pas 0 ? Oui, en fait, c'est un calcul impropre. En effet, les photons n'ont pas de masse et c'est vraiment la relativité générale qui permet d'expliquer ça. Mais on peut s'en sortir en considérant la quantité de mouvement du photon, le P, dans les équations, et écrire les équations de Newton avec cette quantité de mouvement, ce qui permet de faire le calcul dans le cas des photons. Mais on voit que le calcul s'avère faux puisque c'est la relativité générale qu'il faut utiliser. Merci pour la présentation. Avec cet effet de temps différent, est-ce que vous avez une estimation de quelle masse arrive à déformer le temps, de combien ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment Est-ce qu'il y a suivi une proportionnalité entre la masse et la déformabilité du temps ? Oui, mais en fait, c'est conjoint. C'est vraiment une déformation de l'espace-temps. Cette déformation, en fait, elle est proportionnelle aux dérivées secondes du potentiel gravitationnel. Et donc, mais c'est vraiment la déformation de l'espace-temps. Après, comment elle se traduit en niveau de temporalité et de distance, ça nous est dit par les équations. Parce que vous avez pu prédire à quel Oui. moment ça va arriver. Oui, exactement. Donc vous avez des valeurs. Oui, on peut, en fait, on peut vraiment calculer ce delta t avec les 2 composantes, la composante géométrique et la composante de ralentissement. On a encore le temps pour 1 ou 2 questions. Attendez. Vous avez participé à la construction du satellite ? Non, je n'ai pas participé à la construction du satellite. Donc le satellite, c'est vraiment, satellite Euclide, c'est une très grosse mission, comme je l'ai dit. On est 2000 chercheurs et ingénieurs dessus. Donc moi, je travaille sur des tout petits bouts d'analyse des données, notamment sur les statistiques d'ordre supérieur et sur la mesure de forme des galaxies. Mais les gens qui ont construit, ce sont des ingénieurs spécialisés dans la construction. Ça répondait à la cahier des charges ? Oui. Donc le cahier des charges, il a été créé il y a bien longtemps. En fait, en général, une mission spatiale comme ça met environ 30 ans à se faire, on dit. Il y a 10 ans où les gens ont une idée, ils vont se battre pour amener leur idée à maturité, pour que les agences spatiales acceptent de financer le projet. Après, il va y avoir 10 ans de construction. Donc Euclide, il a été accepté en 2012. Et après, on a commencé à le construire jusque là, on vient de l'envoyer pour le lancement. Donc quasiment 10 ans. Et puis ensuite, on a 10 ans d'exploitation. Donc une trentaine d'années. Mais moi, j'ai rien à voir avec l'idée de créer Euclide. Non, tu étais trop petit à l'époque. Ouais. Mais toi, tu as vu construire l'instrument petit à petit. Moi, j'ai rien vu construire du tout. Par contre, j'ai vu le satellite fini juste avant qu'il parte aux États-Unis. Moi, je travaille aussi sur Euclide, mais plutôt
sur la science qu'on pourra faire avec les données Euclide concernant les amas de galaxies, puisque voilà, c'est mon domaine. Et on a eu la chance d'être invité par Thales Alenia Space à Cannes pour voir le satellite avant qu'il parte aux États-Unis. Donc je l'ai vu le 20 février ou 21 février, je ne sais plus. Et bon, bah, ça fait quelque chose. Donc maintenant, on attend tous le lancement, évidemment, avec un petit peu d'angoisse, mais enfin un petit peu d'inquiétude, comme toujours, mais ça devrait bien se passer. Voilà, une dernière question, peut-être ? Non ? Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Et puis, rendez-vous à l'Institut d'astrophysique le mois prochain.